C'est parti! Yeah! On est là! Enfin, Colin! Salutations, j'imagine là, à toutes les bibliothèques qui sont branchées avec nous en ce moment. Salutations à la grande bibliothèque que nous, on voit sur l'écran jusque-là. Ouais! J'espère que la gorgée d'eau est bonne. Ils vont se sentir tellement épiés, les pauvres. Oui. Ah, il n'y a pas de son, je pense, à la grande bibliothèque, mais ça sent bien. On sent qu'il y a quelqu'un qui est sur le cas. Il y a quelqu'un qui est sur le cas. Salut, tout le monde qui est ici. Allô, j'ai rien entendu. Salut! OK, un peu d'énergie, un peu d'enthousiasme. Je suis content d'être là. Salutations à Patrice Michaud. Salut, Nicolas. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Vous savez, il va nous partager tous ses secrets. Vous allez partir d'ici. Tous les secrets. Il y en a qui connaissent déjà plusieurs secrets de ta vie, Patrice. Mais pour la plupart, vous allez repartir avec tous les secrets d'écriture de Patrice Michaud après cet atelier Lettres attachées. Avant qu'on commence, j'ai des choses à dire. D'abord et avant tout, pendant qu'on va faire l'entrevue, qu'on va se parler, qu'on va explorer la créativité de Patrice, je vous invite à prendre en note sur la feuille que vous avez devant vous des mots qui vont vous allumer. N'importe quel mot que vous allez entendre, vous allez vous dire « Ah, ça, ce mot-là, j'ai trouvé ça beau » ou « Je sais pas ce que ça veut dire » ou « J'aurais envie d'en savoir plus ». Bref, notez ces mots-là pendant toute l'entrevue. Ça pourrait vous servir plus tard. Je vais vous montrer, regardez. Est-ce que Noé, je peux-tu emprunter ton document? Vous avez ici là, un document qui a été fait expressément pour vous, super beau avec des belles couleurs. Puis chaque étape de l'atelier, puis même de notre entretien avec Nicolas, toutes les étapes sont séparées. Fait que ici, dans la partie verte, ça va être pendant l'entrevue. Si jamais je dis des mots bizarres, des mots que vous comprenez pas, des mots drôles ou quelque chose d'inspirant, vous dites « Hey, je pourrais peut-être me servir de ça pendant l'atelier », vous pouvez les noter ici. Puis pendant l'atelier, chaque moment où on va avoir à écrire quelque chose, à créer quelque chose, ça va être dans une des couleurs, puis on va vous guider à travers l'atelier en vous disant on est rendu à telle couleur, telle couleur. Pendant qu'on va jaser, ça va être la couleur verte. 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 La couleur verte. Tiens, mon cher. Merci, Noé. Merci, Patrice, pour l'explication. Si ici, celles et ceux qui sont ici, si vous avez des questions pendant que je parle avec Patrice, n'hésitez pas. Levez la main à n'importe quel moment. On va prendre vos questions. On va pouvoir les poser à Patrice. On va faire la même chose à la toute fin de la conversation avec les gens à la grande bibliothèque et à la toute fin de l'atelier pour celles et ceux qui sont ailleurs au Québec. Ça marche? Donc, allons-y. Patrice Michaud, c'est un auteur, compositeur, interprète. Il écrit des chansons. Il les joue, il les chante, il le fait très bien. Avant toute chose, il faut que je parle de la bibliothèque où on est en ce moment. Oui. Parce qu'on est en Estrie, dans les cantons de l'Est, la région du Québec la plus au sud-est de la province. La bibliothèque, ici, ça a été fondé d'abord dans les années 60 par des femmes bénévoles du Austin Women's Institute, il faut que je le lise, même jusque dans les années 20. Ça avait en tête une femme qui s'appelle Kathleen Mound. Bien, vous voyez là, sur la photo, elle est là. Elle est là, juste là-bas, pour celles et ceux qui sont dans la salle. Elle a travaillé toute sa vie au bien-être de la communauté et la salle où on est en ce moment, elle porte son nom pour lui rendre hommage. Depuis 2011, la bibliothèque est dans ce magnifique lieu. J'ai eu la chance de la visiter aujourd'hui, qui est une ancienne église qui a été convertie, comme plusieurs d'ailleurs, en bibliothèque. Et donc, c'est situé dans un quartier qu'on appelle le quartier des usines textiles, le quartier des tisserands. Oui, parce que ici, le quartier autour, c'est un quartier industriel qui a connu son heure de gloire aussi à une certaine époque. Énormément, ceux qui sont dans le coin, les gros bâtiments en briques orange, il y en a dans de meilleurs états que d'autres. On est dans ce quartier-là qui a beaucoup d'histoire. Ouais. C'est ta bibliothèque de quartier? Oui, c'est ma bibliothèque. On y vient souvent. On emprunte des livres. On vient lire ici. Des fois, on n'emprunte même pas de livres. On vient juste lire tout court. Il y a toutes sortes de beaux endroits pour s'installer. Et comme c'est une ancienne bibliothèque, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de fenêtres. Comme c'est une ancienne église, il y a beaucoup de vitraux. Fait que c'est vraiment, à chaque fois qu'on regarde dans une direction, il y a tout le temps quelque chose de beau à voir. On l'aime beaucoup, cet endroit. Ça respire, c'est lumineux, c'est tout en hauteur. Un très bel endroit. C'est vrai ça que tu as déjà pensé à être bibliothécaire? Oh mon Dieu, t'avais ça quelque part? Quelque part. Ça, c'est probablement l'affaire qui fait le plus rire ma blonde. Ah ouais? Oui. Parce que j'ai fait des études en littérature, moi, à l'université. J'étudiais la littérature, j'aimais beaucoup ça. On aura probablement l'occasion d'en reparler à comment j'en suis arrivé là. Et puis, ma blonde, un jour, m'a demandé, parce que c'était déjà ma blonde à cette époque-là. Ça fait longtemps que c'est ma blonde. Ça fait 22 ans que c'est ma blonde. Et elle me disait, qu'est-ce que tu vas faire après tes études en littérature? Qu'est-ce qu'on peut faire
après des études en littérature. Et puis, j'avoue que j'avais pas énormément de réponses à ce moment-là. Puis, je lui ai dit, je pourrais peut-être travailler dans une bibliothèque. Et ma blonde m'a regardé, elle m'a dit, tu veux être bibliothécaire. Puis j'ai fait, je sais pas, mais je pense que j'aimais tellement déjà les bibliothèques que ça m'aurait probablement tenté. La vie m'a amené ailleurs, mais depuis que je suis petit, j'aime les bibliothèques. Ouais. Je suis né à Cap-Chat, en Gaspésie. Il y avait une petite bibliothèque chez nous que j'aimais beaucoup, qui était tenue par, encore une fois, une histoire de femme, la grand-mère de mon meilleur ami, qui était déjà très âgée à ce moment-là quand j'étais jeune. Et qui, c'est elle qui s'occupait de cette toute petite bibliothèque. Il y avait juste une pièce. Quand même. Et puis, je me rappelle un jour, je voulais emprunter un livre d'horreur, qui était 13 ans et plus, ou 14 ans et plus. Puis, et t'avais? J'avais pas l'âge pour le sortir. J'avais peut-être 10 ou 11 ans. Et puis, je suis arrivé au comptoir avec, elle m'a regardé, elle a fait « Oh non, ça c'est pas, t'es pas assez vieux pour pouvoir lire ça, mon grand. » Puis, je suis désolé, mais tu peux pas l'emprunter. Fait que je suis reparti sans mon livre. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, et si j'essayais une nouvelle stratégie, qui n'était pas une si grande stratégie? Tu t'es posé une fausse moustache? Quasiment. Fait que je suis retourné à la bibliothèque, j'ai pris le même livre, puis j'ai dit, c'est pas pour moi, je l'emprunte pour ma maman. Et, elle a trouvé que c'était correct. Ah ouais? Et je suis parti avec mon gros livre de Stephen King, épais comme ça. Fait que c'était mon anecdote sur ma bibliothèque de village à Cap-Chat. Elle a fait preuve d'une belle candeur. Elle était quand même gentille. Oui, c'est ça. Ou elle a apprécié ta persistance. Oui, c'est ça. Elle s'est dit, bon, il veut lire, le garçon. On va quand y même le laisser aller. C'est son deuxième essai. J'imagine que tous les gens te connaissent, là, mais si on fait ça vite, tu l'as dit, t'es né à Cap-Chat en Gaspésie. Ouais. Études, donc, à Rimouski au collégial. Oui, j'ai fait mon cégep à Rimouski. Ensuite, à Québec, à l'Université Laval, la ville où j'ai grandi, littérature française. Ouais. Ensuite, il s'est passé plein de choses. Les festivals de chansons. Ouais. Festival de la chanson de Petite-Vallée, ça a été la première instance où on t'a connu. Festival international de la chanson de Granby que tu as gagné. Ouais, c'est un gros concours au Québec. Gros concours, probablement un des plus importants, en tout cas dans la francophonie canadienne, pour les gens qui veulent faire de la musique dans la vie. Ouais. Tu as gagné ça, c'était une belle année en plus. Il y avait Salomé Leclerc, entre autres, que les gens connaissent probablement. Il y avait Karim Ouellet aussi, qu'on salue, on pense souvent à lui. Et donc, tu avais gagné cette année-là et tu as sorti ton premier album. Ce qu'on peut considérer comme tard dans la vie d'un artiste, à 30 ans, le Triangle des Bermudes. À quel moment tu as su que tu voulais faire ce métier-là? Écrire des chansons, les jouer, puis faire des spectacles. C'est une super bonne question parce que quand j'étais plus jeune, autant j'aimais faire de la musique. J'aimais beaucoup ça. Mais de me dire que ça allait être mon métier, là, j'y croyais pas à ça. Puis j'en avais pas tant envie que ça. Je faisais de la musique juste par plaisir de jouer avec des amis. J'avais un groupe avec 3 de mes chums. C'est quoi dans le nom? Non, je te le dis pas. Non, il est vraiment pourri. C'est vraiment un très mauvais nom de groupe. Et on s'appelait le Patlands Band. Je me rappelle même pas comment l'écrire, en tout cas. Mais vous savez, c'est quoi un groupe? Un groupe de musique, là, toutes les décisions se prennent. Il faut que tout le monde soit d'accord ou la majorité soit d'accord. Et puis, les 3 autres membres du groupe ils étaient d'accord avec ce choix de nom-là. Puis moi, j'ai fait « Non, je veux pas, c'est trop lettre. » Mais j'étais tout seul contre 3. Qui c'est qui a gagné? C'est eux autres. Je les salue d'ailleurs parce que c'est encore des grands amis. C'est vrai? Oui, on est passé par-dessus cette épreuve. Fait que je faisais de la musique pour le fun, mais je pensais pas en faire un métier. Fait que j'ai fait des études. J'ai travaillé dans toutes sortes de domaines. J'ai travaillé dans une épicerie de fruits et légumes. Tu savais pas ça, hein? Tu savais pas ça? Avec les yeux que tu me fais, t'as pas l'air de... Pour les gens qui nous écoutent dans votre bibliothèque, c'est que mon garçon est dans la salle, puis là, je pense que je viens d'y apprendre que j'ai déjà travaillé dans une épicerie de fruits et légumes. J'ai déjà vendu des bottes de randonnée, des sacs de couchage. J'ai eu toutes sortes de petits boulots pendant que je faisais mes études, puis pendant que je jouais de la musique, mais ça a été long avant que je me dise que ça allait devenir vraiment mon avenir, mon métier. Je suis arrivé à la musique professionnelle, j'étais sur le bord d'avoir 30 ans. C'est fou quand même. Cette année-là, à Granby, j'étais le plus vieux
des finalistes, de tous ces personnes-là qu'on a nommés, c'était moi le plus âgé. Je sors mon premier disque en 2011. Puis en 2012, cette grande affaire-là est née. Fait que tout arrive en même temps dans ma vie. Les enfants, la musique professionnelle. Mais ça m'a pris du temps avant de me dire, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Puis c'est correct. Parce que des fois, on arrive au secondaire, on traverse notre secondaire, puis tout de suite, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ça va être quoi ton métier? Puis il faut penser à ça vite, puis il faut se préparer à ça, puis ça vient comme avec un genre de pression. Mais souvent, là, surtout aujourd'hui, vous n'allez pas en faire un métier dans votre vie. Vous allez en faire plein de métiers. Plein de métiers qui vont aller rejoindre différentes facettes de ce que vous aimez. C'est plus comme ça que ça se passe aujourd'hui. Fait que des fois, il ne faut pas trop s'en faire avec « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? » C'est une question qui se pose plus bien, je pense. La vie, souvent, prend des décisions pour nous sans qu'on le sache. Fait que là, on a parlé de ce premier album, Le Triangle des Bermudes. Il y a eu Le Feu de chaque jour. Il y a eu Almanach. Grand Voyage désorganisé. Oui, regardez, mon dernier album, je l'ai amené dans sa version vinyle. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Oh mon Dieu, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a à main levée, là, qui sait ce que c'est qu'un vinyle? Oui, à main levée, qui en a déjà vu? Et à main levée, qui a jamais vu ça, un gros disque comme ça? J'espérais. Ça, c'était l'ancienne manière de fabriquer un disque avant les années 80-90, je dirais. Fait que c'est pressé sur un grand disque comme ça. C'est en plastique et c'est des petits sillons vraiment minuscules. Quand on le dépose sur la table tournante, il y a une aiguille qui va venir s'installer dans les mini sillons. Si vous voulez le regarder, tu veux-tu le regarder? Tu peux même le passer aux autres si tu veux. Et quand l'aiguille passe dans ces sillons-là, elle reçoit une information sonore, puis elle fait jouer dans le système. Fait que aujourd'hui, il y a comme il y a plein de monde qui se sont remis à écouter puis à aimer écouter la musique sur un vinyle comme ça. Noé, t'as une question. Ah, attends un petit peu, tout le monde veut entendre ta question, Noé. Mais quand ça détecte les... Vas-y, on va la répéter, ta question, Noé. Mais quand ça détecte les sortes de petites bosses sur les vinyles, est-ce que c'est du morse pour, Ah! C'est une bonne question. Toi, ça paraît que tu as déjà vu ça à la maison, chez vous, un vinyle comme ça? Non, OK. Mais t'as pas tort parce que c'est un objet qui est quand même assez fragile. Et quand le vinyle il est usé, à chaque fois que l'aiguille va rencontrer une petite bosse ou une petite rayure, il va y avoir un son. Ça va faire soit ça va gricher ou il va y avoir des petits toc-toc ou des petits sons. Puis ça pourrait avoir l'air du morse. Je sais pas. J'ai jamais essayé de décoder le morse. Mais c'est vrai que c'est un son très particulier qui est différent des chansons que vous écoutez soit sur YouTube ou sur des plateformes d'écoute en continu ou même sur des CD que vos parents ont peut-être encore. C'est pas le même genre d'audio. Mais pour ça, il va falloir apprendre le morse. Il va falloir que tu me montres le morse. Il va falloir que tu donnes des cours. Je veux qu'on plonge. Bon, il y a aussi, on a parlé des CD. Tu as ce fameux livre que j'ai lu hier, La soupe aux allumettes, qui est un livre pour enfants, que tu as écrit, qui est traduit dans de multiples langues, dont le chinois. C'est drôle parce que je vous ai préparé des surprises. Vas-y. Fait que oui, c'est un livre jeunesse que j'ai écrit, qui était vraiment le fun à faire. Et maintenant, il est traduit dans 3 langues, en fait, dont en chinois. C'est fou. Fait que c'est ma seule copie traduite en chinois. Fait que je vous l'ai apporté. C'est très, très particulier de regarder les illustrations, de voir mes personnages qui discutent ensemble. Et une chance que je connais l'histoire parce que c'est très dépaysant. Oui. Ouais. Tout a été traduit. Tout a été traduit. Absolument. Magnifique. Ouais. Fait que je l'ai amené pour vous le montrer parce que j'en suis quand même très fier. Sinon, il est traduit en espagnol et en catalan, qui est une région de l'Espagne où ils parlent une autre langue. Là, j'ai sous la main la pochette intérieure de ton vinyle. Ici, je vois toutes les paroles de chansons. On a réussi à tout rentrer les paroles du dernier album sur ce côté-là. Bravo. Sur le papier. Ouais. Belle réussite. Je connais bien du monde qui ont besoin de lunettes pour les lire. Ou une loupe. Ça peut aider aussi. On va parler d'écriture.
Je vais te poser une grande question bien vaste. Oui. Comment tu fais pour écrire? Aïe, aïe, la grosse question, Nicolas. Ben, c'est drôle, hein, mais la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que pour écrire, la première étape que j'utilise, c'est écrire. Ah Ça, ce que ça veut dire, c'est que avant de me dire, OK, je vais écrire 12, 13 chansons, puis je vais mettre ça sur un disque, puis ça va être un beau disque, moi, ça commence jamais comme ça. Il faut que j'écrive de manière plus libre que ça, en m'éloignant du produit final que je veux que ça donne. Faut que j'y pense. Pas rechercher la perfection dès le départ. Le moins possible. Ouais. Fait que je vais essayer d'écrire dans toutes sortes de directions, dans toutes sortes de contextes, sur toutes sortes de sujets, mais jamais la seule contrainte que je me donne, c'est d'écrire le plus souvent possible. Puis c'est comme ça que je vais d'abord accumuler des idées. Moi, j'aime ça avoir des banques d'idées, des banques de phrases. Fait que je vais écrire, c'est déjà arrivé que je m'installe ici à la bibliothèque. En haut, il y a des tables le long des fenêtres. J'allais m'asseoir là. Je me mettais de la musique. Des fois, je lisais d'autres livres pour m'inspirer. Puis ça, on va en parler tantôt parce que c'est super important. Puis aussitôt que les idées venaient, je me disais pas, OK, comment je vais faire pour utiliser ça puis faire une chanson? Je l'écrivais tout de suite. Puis j'accumulais le plus d'idées possible. Ça rate une question. Non! C'est une bonne question, ça. J'écoute jamais ma musique. C'est vrai? Pour m'inspirer, en tout cas jamais. Et presque jamais à la maison. J'avoue. J'écoute pas souvent. Fait que quand je roule en auto, par exemple, puis qu'il y a une de mes chansons qui passe à la radio, ben ça me fait sourire. Je trouve ça le fun parce que c'est très rare que je vais écouter ma propre musique. Pendant que je travaille sur un disque, là, je vais les écouter souvent. Mais avant que le disque sorte, je vais les écouter souvent parce que ben je vais m'attarder sur le son des instruments, sur les volumes, est-ce que c'est bon. Mais c'est très technique comme écoute. Mais sinon, j'écoute beaucoup plus et tout le temps la musique des autres. Surtout quand je veux écrire. On va en parler plus tard de l'idée de s'inspirer des œuvres des autres, ou des livres des autres, fait que je te ferai pas aller là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette idée de pas de juger quand tu as une idée, d'y aller tout de suite sur le papier. Il y a un concept qui s'appelle l'écriture automatique, qui est exactement ça, en fait. Peux-tu nous décrire ce que c'est que l'écriture automatique pour les gens qui se demandent comment on fait pour pas se juger puis écrire tout de suite? Oui, ça peut avoir l'air facile, mais ça l'est pas tant que ça. Non. Mais en même temps, c'est vraiment un exercice qui est très le fun. L'idée, c'est d'écrire le plus possible et en essayant de penser le moins possible. Souvent, on va vouloir organiser nos idées. On va vouloir partir sur un sujet, puis des fois, ben, on va bloquer. Puis on va dire, OK, ben là, j'ai comme plus rien à dire là-dessus. Mais c'est d'essayer de demander à notre cerveau d'écrire le plus d'affaires possible. Fait que des fois, même si ça n'a pas bien de sens, même si ça ne se suit pas, c'est pas un texte en continu, c'est juste des phrases, des fois c'est juste des mots, moi ça me sert c'est comme de la matière première. À la fin des années 1800, il y a des gens qui sont partis dans le Nord, dans le Klondike, pour aller chercher de l'or. On appelle ça l'époque des prospecteurs d'or. Eux autres, ils allaient surtout dans les rivières, avec des gros tamis comme ça. Puis, ils passaient leur tamis dans l'eau de la rivière, ils ramassaient tout ce qu'il y avait dans le fond de la rivière, puis là, ils brassaient ça. Puis là-dedans, là, il y avait toutes sortes de cochonneries, des roches, de la bouette, toutes sortes de patentes. Mais ils continuaient à brasser ça parce que il y avait toujours une chance qu'à travers toute cette matière première, il y ait une pépite d'or. Un truc qui brille. Ben moi, c'est comme ça que j'écris. Je vais sortir le plus d'idées possible. Même si je le sais que c'est pas toute la matière à chanson. C'est pas toutes des affaires qui vont me servir à la fin. Mais pour pouvoir trouver mes pépites, il faut que je brasse bien de la roche. Puis c'est un peu ça que je fais. Puis c'est même, je vous le dis tout de suite, un peu ça qu'on va faire tantôt. C'est intéressant cette idée-là, parce que je sais, puis moi je me souviens aussi quand j'avais votre âge, à l'école, on veut qu'on soit bon, qu'on ait des bonnes notes, on recherche la perfection. Oui. Alors que quand on fait de la création, quand on fait de l'art,
Puis c'est ce que tu dis. L'idée, c'est presque l'inverse, c'est de partir de l'imperfection pour, après ça, trouver le chemin qui va nous mener à une chose qui est, pour toi en tant qu'artiste, bonne. Exact. Donc, ça veut dire que même dans les moments où on veut créer, ça peut être différent. On n'est pas obligé d'être dans le contexte parfait, assis au bord du feu avec une petite chandelle, une petite plume trempée dans l'angle pour écrire. Toi, quand est-ce que tu écris? Dans quel genre de contexte t'écris? Ben, je vais te nommer des endroits les plus surprenants où j'ai des bonnes idées. OK. Ça m'arrive souvent quand je roule en auto. Ouais. Fait que quand je roule en auto, j'ai rien d'autre à faire, je pense. Puis des fois, j'ai des bonnes idées. Fait que là, aujourd'hui, là, ce qui est vraiment pratique, c'est que je suis en auto, j'ai juste à dire Hey Siri. Dis Siri. Et là, mon téléphone allume et je peux noter des idées en conduisant. Parce que sinon, ben, il fallait que j'arrête puis que je note mes idées. C'était pas très pratique. J'ai des idées dans la douche. Ouais. Souvent, ça m'arrive. J'ai des idées quand je suis pas capable de m'endormir le soir. Puis plus je vieillis, plus j'ai de la misère à m'endormir le soir. Parce que ça trotte dans ma tête. Au début, j'avais juste un petit hamster qui tournait dans la roue. Puis là, en vieillissant, j'ai comme 2 hamsters qui tournent dans la roue. La famille est arrivée. J'ai plein d'hamsters qui tournent. Fait que des fois, c'est difficile de tomber endormi, mais il y a toujours des bonnes idées qui peuvent sortir de ça. Puis, juste pour revenir à ce que tu disais tantôt, parce que je suis sûr que la gang va comprendre, autant les jeunes qui sont ici que les jeunes qui nous écoutent à la grande bibliothèque, la grande différence entre sortir des idées puis créer pour écrire une histoire, une chanson, un conte, une pièce de théâtre, une bande dessinée. La grande différence entre ça et aller à l'école, c'est que quand vous êtes à l'école, on vous demande d'avoir des bonnes réponses. Mm-hmm. Il faut apprendre des choses, puis il faut, dans les examens, dans les évaluations, il faut avoir les bonnes réponses. Puis ça, ben, c'est pas évident, ça demande du travail. Puis c'est important aussi, là, je veux dire, il y a une grosse partie de l'apprentissage qui est construit là-dessus. Quand on écrit, quand on veut créer, il n'y a plus de bonnes et de mauvaises réponses. Il y a juste des idées. Puis à la fin, il y en a qui vont rester là, puis il y en a dont on n'aura pas besoin. Mais toute là, l'espèce de pression qu'on a de fournir des bonnes réponses, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a pas de bonnes réponses, il y a juste des idées. Ça, c'est super important que vous preniez ça en note, parce que ça définit beaucoup ma manière de voir l'écriture. Ben ouais. C'est des idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont toutes aussi importantes. Puis, elles méritent de continuer d'exister aussi. Parce que, tu sais, parfois, vous avez sûrement vu ça dans les films, les gens vont écrire, ils vont faire des boules de papier, ils vont jeter les idées ou vont les lancer dans le feu. Toi, même si les idées sont pas parfaites ou si elles servent pas à des chansons, tu vas quand même les conserver quelque part, d'un coup que. J'ai une autre surprise. Vas-y. J'ai traîné avec moi. Moi, je note mes idées, puis j'écris dans des cahiers de notes. J'en ai amené plusieurs. Je vais vous en montrer d'autres tantôt pendant qu'on va être dans l'atelier. Mais j'ai amené celui-là. Ah ouais. Lui, c'est un des petits. Il est plein. Je pense que oui, il est pas mal plein de toutes sortes d'affaires. Ça montre. J'écris pas toujours de la même couleur, mais moi, j'écris au crayon, au stylo, bleu, blanc, rouge, de toutes les couleurs. Par contre, là-dedans, j'ai retrouvé une phrase dont je me suis servi. Puis là, je l'ai pas par cœur, mais dont je me suis servi dans une chanson sur mon dernier album. Cet album-là est sorti l'année passée. Puis ce cahier-là, je l'ai complété en 2010. Le mec n'était pas né, là. Il n'était même pas sur le bord de naître, là. J'ai des cahiers avec toutes sortes d'idées que j'ai écrits il y a plusieurs années de ça, et je ne jette rien. Parce que c'est pas parce qu'une idée te sert pas au moment où tu l'écris, puis que tu trouves qu'elle n'est pas si bonne que ça, qu'elle va pas finir peut-être un jour par te servir plus tard. Et moi, dans mes chansons, c'est rempli de phrases que j'ai écrites des années avant de compléter la chanson. Fait que ça, c'est un exemple. Lui, il remonte à 2010. Puis là-dedans, il y a des phrases qui ont fini parce que ils sautent d'un cahier à l'autre avec les années. Quand je trouve qu'ils sont bonnes, je les prends, je les déménage dans un cahier plus récent pour pas les oublier. Puis à un moment donné, j'ai besoin de cette phrase-là dans la chanson. J'ai un trou là dans mon mur, il manque une brique.
Je l'avais, la brique, et je l'ai depuis. Fait que comme quoi, même s'il y a des idées qui nous apparaissent pas bonnes dans le présent, elles peuvent, dans un autre contexte, être excellentes puis inspirer une chanson. Avant qu'on prenne les questions des gens qui sont à la grande bibliothèque, peut-être des questions si vous en avez ici, j'aimerais ça prendre tes conseils résumés pour quelqu'un qui, en ce moment, là, parmi vous, ceux et celles qui nous regardent, voudraient écrire ou se disent « Ah, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire de façon plus régulière. » Ce serait quoi tes conseils? Bien, ça, c'en est déjà un bon. Essayez de placer ça dans votre horaire de la semaine. C'est un peu comme faire de l'exercice. Prenez l'écriture à la même hauteur que faire du sport ou de l'exercice, être en santé, prendre soin de soi. Ben, il faut le faire régulièrement. C'est pas facile, là. Puis plus vous vieillissez, pire c'est. L'écriture, c'est pareil. C'est d'essayer d'en faire un peu, mais le plus souvent possible pour que ça crée une habitude. Puis qu'à un moment donné, vous y pensez plus. Vous n'avez plus besoin de placer ça à votre horaire. Ça fait partie de vos journées, de vos routines. Et même, à un moment donné, vous pouvez même en avoir besoin. Ça va vous faire du bien d'écrire, parce que ça peut faire du bien d'écrire aussi. Je ne vais pas m'étendre dans 1000 conseils. Je vais en donner un autre très important et qui va nous servir pour tantôt, quand on va se lancer dans l'aventure d'écrire une chanson. Soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez indulgent. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, indulgent? Super, ça va bien. Toi, Sarah, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Oui? Ça serait quoi dans tes mots, être indulgent? Pas trop sévère avec nous-mêmes. Exactement. C'est une excellente définition. Noé, t'avais-tu la même définition, toi? Clément un peu envers Oui, soi-même. être clément envers soi-même, ne pas être trop dur, ne pas être trop difficile. Parce que quand on est trop difficile et trop exigeant, ça peut être un bon synonyme aussi, souvent, ça nous bloque. Nous paralyse. On arrête d'écrire parce qu'on se trouve pas assez bon, parce que nos idées sont pas assez bonnes. Ah, c'est pas exactement ça que je voulais faire. Puis quand on bloque, ben il se passe plus rien. Non. Puis après ça, on peut rester bloqué longtemps. Fait que soyez pas trop dur avec vous autres et laissez sortir le plus de cette matière première que vous avez dans vos têtes, dans votre imagination. Après ça, là, on fera le reste plus tard. On dit souvent, on commence à écrire avec un stylo, puis on finit avec des ciseaux. Il sera toujours temps plus tard d'enlever des morceaux que vous trouvez moins le fun quand vous en avez au moins produit des plus à votre goût. Voilà, ce serait ça mes conseils. Être régulier ou régulière et être indulgente envers soi-même et ses idées. Est-ce qu'il y en a d'abord ici qui auraient des questions pour Patrice avant qu'on passe à la prochaine étape? Il y a Caroline qui est là, puis qu'on va avoir la chance de travailler avec elle tout à l'heure, qui se promène avec le micro parce que de cette manière-là, tout le monde, même ceux qui nous écoutent en virtuel, ils peuvent entendre vos questions. Puis on va aller vous voir aussi de l'autre côté si vous en avez des questions. Noé, je t'écoute. Le slam, ça peut être utile pour écrire des chansons ou même des livres? Absolument. Absolument. Tu vois, même personnellement, entre le slam et la poésie, je vois pas beaucoup de différence. C'est vraiment très, très proche l'un de l'autre. Tu as tout à fait raison. En fait, il n'y a pas un genre qui est pas bon. Comme là, aujourd'hui, on s'attarde sur la chanson parce que c'est ce que je fais. C'est ça que je fais dans la vie. Mais on pourrait parler de poésie, on pourrait parler de slam, on pourrait parler de rap, qui est un autre genre à cheval entre l'écriture et la musique. On pourrait parler de roman, on peut parler de théâtre, on peut parler d'essais, de textes philosophiques qui nous font réfléchir. Tous ces terrains de jeu-là sont disponibles et sont tous intéressants pour pouvoir être créatif. Oui, puis ça va vous permettre de trouver aussi la forme de littérature qui vous appelle, qui vous fait vivre des émotions, qui vous fait ressentir des trucs. Ça, c'est important aussi. Est-ce que tu es un amateur de rap et de slam, Noé? Non? Excusez, j'ai été un petit peu vite. Qu'est-ce que tu disais? Le rap, pas du tout personnellement, mais le slam... Oui, je trouve ça le fun parce que c'est des genres cousins, mais c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. De façon de l'aborder. Absolument. C'est intéressant. Est-ce que vous avez des questions à la grande bibliothèque? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Si oui, levez la main. Sinon, on va poursuivre cette belle aventure.
Pas de questions? Hey, on vous oublie pas, hein? Non. On est parfaitement conscient que vous êtes là, on vous voit. Un beau chandail ligné blanc et noir, un beau chandail rose en arrière. Inquiétez-vous pas, vous êtes avec nous, on vous oublie pas. Bon ben, maintenant que la période de questions est faite, on va faire une transition. Je vais me transformer en femme avec un chandail rouge dans quelques instants. Caroline Barbère, qui est notre médiatrice culturelle, avec des beaux cheveux, oui, pas de bonnet. Caroline Barbère, qui est notre médiatrice culturelle, va faire l'atelier avec vous et Patrice Michaud. Merci, mon cher. Ça me fait plaisir. Puis toi, Nicolas, tu tombes pas en vacances? Non, moi, je m'en vais travailler. Tu t'en vas avec nos jeunes, puis tu vas faire l'atelier. Je vais faire l'atelier. Je vais être là avec le micro aussi pour le passer si jamais il y a des questions et des interventions. Yeah! Bye, à tantôt! À tantôt, Nicolas.